J'ai découvert le bushcraft, c'est-à-dire l'art de vivre dans les bois, il y a quelques années, et depuis, je suis devenu l'un de ses plus fervents pratiquants. Ma dernière aventure remonte à l'été dernier, où j'ai passé pratiquement un mois dans les hautes forêts jurassiennes, en totale autonomie. Depuis, le goût des aventures a fait naître en moi un désir d'aller toujours plus loin, comme explorer le continent américain et sa nature encore sauvage, avec comme seul moyen un canoë. Mon coéquipier, Célian, touche à tout et fan des techniques de Rahan, l'a poussé à me rejoindre, en partie grâce à sa petite enfance passée à rêver au rythme des pagaies et des mocassins des coureurs des bois. C'est ainsi qu'après un premier entraînement, 10 mois auparavant, que nous nous sommes mis d'accord sur les objectifs de l'expédition, vous faire découvrir les techniques d'antan utilisées par les coureurs des bois lors de l'exploration du Nouveau Monde, de capturer d'intenses moments passés à observer la faune et de vivre cette aventure au fil de l'eau. Tout ceci dans un cadre totalement sauvage. Notre aventure se déroule donc sur la rivière Coulonge, dans le sud de Québec, au cours du mois d'août. C'est donc une partie de cette aventure que nous allons revivre et faire partager, à un demi-millénaire de distance dans le temps et une longueur de rame dans l'espace. Donc voilà, là c'est notre premier camp. Bon, c'est le bazar, vu qu'on a déballé hier, on n'est pas encore tout à fait au point pour ce qui est de la gestion du matériel, vu qu'on est vraiment encore au stade de déballer les courses. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les termes employés. Les trappeurs piègent les animaux pour la fourrure, les voyageurs, eux, transportent les ballots de fourrure jusqu'au fort. Et les coureurs des bois font la même chose, mais illégalement. Les colons français en sont à l'origine, dès 1580. Ils ouvrent un marché transatlantique. Le phénomène prend ensuite de l'ampleur jusqu'au XVIIe siècle. Les trappeurs parcouraient jusqu'à 120 km par jour, et les paquets qu'ils transportaient sur leur dos pouvaient faire jusqu'à 40 kg. Ils portaient des chemises de toile, des pagnes et des mitasses de drap, des sortes de guêtres. Ils portaient également un capot, sorte de manteau assez épais, et étaient chaussés de mocassins. Ces chasseurs n'avaient pas de tente, pas de hamac, pas de bâche en plastique, ils improvisaient un abri chaque nuit en retournant le bateau sur le côté et allumaient un feu pour éloigner les insectes volants et ne pas avoir trop froid. Au besoin, ils emportaient des couvertures et une petite toile si le temps se dégradait. Ils chantaient un rythme avec les coups de rame et pouvaient ainsi connaître la distance parcourue. Parmi les plus célèbres chansons, nous pouvons citer « C'est l'aviron qui nous mène ». Le canoë est le meilleur moyen d'approcher la nature. Les coups de rame légers et le glissement de l'embarcation sur l'eau rend toute approche furtive. Et c'est ainsi qu'il nous était possible d'approcher des animaux. D'ailleurs, la chasse en rivière se faisait essentiellement en canoë, car celui-ci ne fait quasiment aucun bruit lorsqu'on sait le maîtriser. Les canotiers avaient très souvent des embarcations faites en écorce de bouleau. La charpente était faite de cèdre blanc, recouverte de bouleau cousu avec des racines d'épinette, badigeonnée de gomme de sapin, puis peinte de couleurs voyantes, comme le rouge, l'orange ou le vert, en guise de parure pour se différencier des autres clans ennemis. Si on rencontrait un rapide et que l'endroit nous était inconnu, on stoppait le canoë sur la berge, on descendait, observait les mouvements d'eau et choisissait le meilleur passage. Il vaut mieux prendre un peu de temps à étudier la voie d'eau que de foncer tête baissée et de casser le canoë, surtout quand on est à plusieurs kilomètres de la civilisation. Par peur de malmener d'autant plus le canoë, nous préférions contourner, porter, voire même marcher à côté. Les portages étaient extrêmement éprouvants. Délier le matériel du fond du canoë, le transporter en 2-3 allers-retours sur de longues distances, porter le canoë à deux, négociant les virages, reficeler les sacs et pouvoir repartir 500 mètres plus loin pour 3 quarts d'heure d'effort.
après avoir cherché un endroit où apponter pour nous protéger du soleil aux heures les plus chaudes de la journée, nous avons bénéficié d'une chance absolument inouïe. Nous avons trouvé en grande quantité une des richesses du Canada en été. Et bleuet. Ça fait 10 minutes, même pas. On a déjà ça. Une recette dont les voyageurs étaient friands était le bannock. C'est un mélange de farine, d'eau, de plantes trouvées en chemin, et parfois d'huile et de levure qui aident à faire gonfler la pâte. Ici, nous utilisons du bicarbonate de soude à la place de la levure chimique. Parfois, les récoltes de baies peuvent être incorporées à la pâte. C'est une manière de compléter nos besoins en vitamines. Traditionnellement, ces petits pains sont cuits à la poêle au-dessus du feu, tout doucement pour laisser une belle mie apparaître. Les voyageurs se levaient tôt le matin et ne prenaient pas de petit déjeuner. Ce n'est qu'ensuite, dans la journée, qu'ils prenaient leur repas, souvent des pois cassés avec du lard. Nous avons fait le choix d'emporter nos outils sans manches et de les fabriquer sur place pour s'affranchir de leur poids. Comme par exemple la hachette qu'un ami forgeron m'a confectionnée sur mesure, comme il s'en faisait à l'époque. La plupart du temps, je la coinçais à l'arrière de ma ceinture pour l'avoir à portée de main, sans risque de me blesser. L'étui pouvait n'être qu'un simple morceau de cuir destiné à protéger la lame, ou simplement sa peau. Souvent les Amérindiens taillaient des morceaux de bois, ou les trappeurs aussi pour reconstituer un peu de matériel qui était cassé ou autre. Donc en fait là je vais faire une démonstration, là je vais juste tailler un bout de bois. En usant un peu de charbon de bois en fait je vais faire une simple cuillère en fait, simplement. Donc hop, on utilise le couteau. Hop. Et on se met à tailler, tout en sécurité bien sûr. Donc voilà, j'ai ma cuillère, sauf qu'elle est plate, il n'y a pas de creux. Donc pour cela en fait on utilise un outil spécial qui s'appelle le couteau croche. Donc c'est un couteau, une lame qui est en fait arrondie, qui va permettre de créer la dépression au centre de la cuillère. Donc en fait, ça c'est un outil que les Amérindiens pouvaient se procurer quand le fer fut amené. Donc en fait, on prend la cuillère de biais, on tire les fibres. Et voilà, en gros c'est un éplucheur mais pour bois. En plus là c'est super agréable parce que c'est du bouleau. Le bouleau qui est un bois tendre et qui est très agréable à sculpter. Et puis ça passe le temps, le soir au feu de bois. Il y a un magnifique bouleau mort, pas comme on trouve en France. J'ai envie de récupérer l'écorce. Donc, je prends mon couteau, j'incise sur l'écorce. Regardez-moi ça. Vous avez vu un peu l'épaisseur de l'écorce? En France, c'est pas ça.
Principalement parce qu'en fait les hivers ici sont beaucoup plus froids. Donc en fait l'arbre a besoin d'une couche supérieure pour s'isoler. Les écorces de bouleau au Canada sont incroyablement résistantes. Ce sont de très bons allumes-feu, leur couche protectrice contient des huiles essentielles qui leur permettent de brûler, même mouillées. Il est possible de travailler les écorces de bouleau pour en faire un tas d'objets. Il faut préalablement gratter au couteau les couches externes impropres en faisant attention de ne pas percer l'écorce. Les nombreuses couches qui la composent lui confèrent une résistance et une souplesse inégalables. On peut par exemple fabriquer des contenants comme des petits gobelets. Composés de plusieurs couches superposées, cette matière se travaille très facilement et permet de fabriquer toutes sortes de petits objets, jusqu'à des canoës de plusieurs mètres de long. En rajoutant un autre morceau de bois sur le dessus, l'objet devient une boîte étanche. Aujourd'hui, nous avons des moyens quelque peu plus modernes, comme le briquet, mais celui-ci ne fonctionne pas toujours. Donc, nous avons le descendant direct du briquet à silex, la Fire Steel. Le principe est en fait que c'est par frottage d'une barre métallique qui est un alliage, nous allons obtenir des étincelles extrêmement chaudes qui permettent de se passer du coton brûlé. Juste le boulot suffira. Pour ceci, on prend son couteau et on gratte. Et voilà. Ici, nous avons trouvé différentes sortes de champignons dont nous vérifions la comestibilité grâce à un livre. Dans un but de conservation, il est possible d'en faire des pains de voyage. Grâce à ces provisions, il est dorénavant possible de se rassasier sur le canoë tout en continuant d'avancer. Les récoltes de baies sauvages étaient faites dès qu'on pouvait s'arrêter, parmi lesquelles myrtilles, framboises, cerises, mûres, etc. Cela compensait les pertes et évitait les carences en vitamines, en plus de remonter le moral. Il faut dire que nous n'avions volontairement pas emporté assez de protéines animales, car nous pensions en trouver sur place. Erreur. Nous n'avancions pas aussi vite qu'il aurait fallu, et le temps qui aurait dû servir à trouver de la nourriture s'est retrouvé si restreint que nous utilisions nos réserves. Si bien qu'au bout du 6e jour, nous n'avions plus de protéines malgré le rationnement, et rien pour compenser les futurs efforts. En sous-régime alimentaire donc, nous devions puiser nos forces dans nos propres réserves et se contenter des dernières cueillettes qui pouvaient enrichir nos repas, quoique maigres.
début de la rivière Coulonges, 8 août. On a passé un petit rapide, un R2, sauf que le canoë est à fond plat avec une quille et on les prend très mal, si bien qu'on est tombé. En fait, on a fait naufrage, il n'y a pas d'autre mot à le dire. Et dans le naufrage, la nourriture, on n'est pas sûr d'arriver à en sauver. Enfin, si, il y a une partie qui a été protégée, mais j'ai bien peur qu'on ait perdu une bonne partie de nos vivres. Ouais, là, on a 5 kg de farine qui sont trempés, donc sûrement inutilisables. Et on a perdu du matériel, bon, pas grand chose, mais on a perdu du matériel. Là, pour l'instant, on est en train d'essayer de faire sécher. C'est la chance qu'on a dans l'histoire. Il fait beau, donc on peut peut-être essayer de sauver des choses. Et on saura que d'ici quelques heures, ce qui nous reste vraiment, ce qu'on a de cassé. Et maintenant, notre but n'est plus vraiment de descendre la Coulonges, c'est surtout de trouver un endroit où on va trouver des gens et réussir à rejoindre. On ne sait pas encore trop. On rembarque le matériel, on va essayer de trouver une pourvoirie à présent, c'est-à-dire un endroit où on peut se rapprocher un peu de la civilisation. On espère ne pas croiser trop de rapides, ce serait bien. Et notre matériel ne nous permet pas de continuer l'aventure. Là, notre seul souci est de nous mettre en position d'être rapatriés. La technique de la corde, aussi appelée lining, est utilisée quand le débit d'eau est trop faible, de sorte à alléger l'embarcation, ou quand le portage s'avère trop fastidieux et qu'une voie moins chronophage est possible. Ici, nous avions trop peur de nous renverser à nouveau. C'est pourquoi cette méthode a été utilisée. Elle consiste à marcher sur la berge ou dans l'eau si celle-ci est trop encombrée et à diriger le canoë avec la corde. Étant donné que nous marchions en sandales, les sangsues nous suivaient sans cesse dans l'eau. Elles en profitaient pour s'abreuver d'hémoglobine. Le problème, c'est leur anticoagulant qui peut provoquer des infections si la plaie n'est pas correctement soignée. Après nos péripéties sur la rivière Coulonges, nous avons rejoint notre contact, Christian, qui possède une grande propriété au fond de laquelle se trouve un fort et un tipi. Nous nous sommes reposés, soignés et avons réparé le matériel endommagé sous cette toile amérindienne. Je m'appelle Christian Wallmont. Je ne sais même pas quel âge que j'ai exactement, il faut que je calcule. Je suis né en 59, faites le calcul pour moi. Et puis, actuellement, je vis au Québec, après une vie aventureuse, en particulier en Amazonie. J'ai un tipi parce que le tipi correspond un petit peu à ma philosophie personnelle. J'ai vécu avec des Indiens en Amazonie. J'ai adoré la philosophie et puis un petit peu leur mode de vie. C'est un mode de vie qui m'a fait rêver. Je les ai vus petit à petit disparaître, petit à petit perdre leur mode de vie. Ici, je fréquente quelques Algonquins, je fréquente des Métis, enfin, je fréquente quelques Indiens. Puis je suis très intéressé par, je dirais, la philosophie, la sagesse, le respect de la nature, l'harmonie de la vie avec la nature. Ma passion, c'était vivre des aventures, c'était m'émerveiller devant les beautés de la nature, m'émerveiller devant de toutes les choses extraordinaires que je découvrais et que peut-être personne d'autre après moi verra parce que toutes ces choses disparaissent à une vitesse folle. Et puis en me disant, un jour je raconterai tout ça, puis j'essaierai de faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter le massacre et puis qu'il faut un petit peu agir différemment. Et puis vivre dans une forêt qui a été privée de toute sa substance, moi, et puis de toute sa magie, moi ça me déprimait énormément. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Ici je vois encore des animaux, ici je les entends encore, et puis ici au moins il y a des lois pour les protéger, et que là-bas il n'y a aucune loi, n'importe qui fait n'importe quoi. Et puis donc ici,
c'est bien d'avoir l'amour de la nature, c'est bien d'avoir l'amour de la forêt, c'est bien d'avoir l'amour de tout ça, mais si on ne le partage pas, ça sert à rien. J'essaye de devenir meilleur que je le suis, et j'essaye de partager également mes passions avec tous les gens qui viennent me visiter, et que je suis toujours heureux de recevoir. Là, vous êtes dans un tipi où ça goûte un peu, puis ben, vous êtes là, vous êtes content, vous êtes souriant, les vêtements sont mouillés, puis c'est peut-être pas ce que vous auriez aimé, mais ça fait partie aussi des joies de la nature. Et puis ben, vous supportez tout ça avec sourire, avec courage, puis ça fait partie de l'aventure, et puis ben, c'est bien, ça vous fait plein de choses à raconter après, positives. Il faut toujours voir le côté positif des choses, il faut jamais voir le côté négatif. Attends, on a un tipi, donc les vêtements ils sont mouillés, mais on peut les sécher au moins. Ben voilà, c'est ça. Et puis j'espère que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez garder que les aspects positifs, puis que vous allez oublier les côtés négatifs, et puis que vous allez vous-même répondre la bonne parole, la nature c'est beau, la nature c'est notre mère, et puis il faut l'aimer, il faut la respecter. Et puis ben, la vie ordinaire de tous les jours, c'est peut-être pas forcément la vraie vie, quoi. La vie ordinaire de tous les jours, pour moi, c'est plus un esclavage qu'une véritable vie. Pour moi, la vraie vie, c'est quand on est avec le 4x4 dans les bois, c'est quand on part marcher, puis qu'on trouve des girolles, c'est quand on part, puis qu'on voit une trace de loup sur le sol, c'est le soir quand on est autour du feu dans le tipi, puis qu'on entend hurler un loup, c'est quand quelqu'un se raconte ses voyages, c'est quand quelqu'un raconte une légende, c'est quand quelqu'un raconte des histoires drôles sur la pluie en Bretagne, etc., etc. Là, c'est ça. Hélas, les gens vivent la vraie vie que quelques semaines par an. Ce serait mieux de la vivre 11 mois par an, et puis 12 mois par an, c'est encore mieux. Mais bon. On vit dans un monde matérialiste, où quand on veut avoir son confort, ben, il faut souffrir pour l'avoir. Hormis le briquet silex ou le fire steel, il y a d'autres moyens d'allumer un feu. Les Amérindiens l'utilisaient fréquemment, quasiment tous les jours en fait. Il s'agit du feu par friction. C'est prendre un morceau de bois, un autre, les frotter, obtenir une braise et enflammer des brindilles sèches. Donc pour cela, il me faut une planchette, une drille qui va tourner. Ensuite, je vais m'aider d'un arc avec une corde qui va entraîner la drille et une pommelle qui va pouvoir reposer sur la drille. Alors, donc il y a plusieurs petits secrets pour le feu par friction. Déjà, quand on enroule la corde, il faut que la drille soit à l'extérieur. Il faut aussi que la corde accroche bien au bois, pas qu'elle glisse. Ici, il faut une encoche pour permettre à l'air d'arriver et d'alimenter la braise en oxygène. Et il faut une pommelle assez confortable pour la main et qu'elle soit assez lubrifiée pour permettre d'avoir le minimum de frottement en haut et le maximum de frottement en bas. Et après, il reste plus que la pratique. Donc on se place de cette façon-là. Tout le poids dans le poignet pour avoir le maximum de pression. Et ici, on tourne. En vue d'une prochaine sortie, nous faisons sécher ces champignons près d'une source de chaleur douce. C'était l'une des façons les plus commodes de conserver les aliments dans le but d'obtenir une dépendance alimentaire durant le voyage. Le poisson nécessitera 3 jours de préparation par un foyer fumant, alimenté et surveillé constamment, jour et nuit. Hier, nous avons participé à une cérémonie de purification.
Parce qu'en fait, notre hôte, surnommé Max, a fait brûler des herbes aromatiques autour d'un bol avec plusieurs personnes autour de nous. Donc il y a eu plusieurs rites où en fait on devait se purifier la bouche, les yeux, les oreilles et le cœur. Et la tête. Pour avoir des idées plus optimistes, pour mieux vivre. Et par la même occasion, nous attribuer nos animaux totems. Donc Célian, c'est le castor. Ouais. Parce qu'en fait, en forêt, il coupe tous les arbres. Bon, les arbres morts. Pas vrai, c'est que ceux qui sont sur mon chemin. Ouais. Les arbres, parfois. Les arbres morts sur son chemin. Il prend sa scie, il coupe tout. Il fait le chemin. Du coup, son animal totem, c'est le castor. Tandis que... Bah lui, c'est... Alors, lui, donc, maintenant, vous avez face à vous un pivert. Parce que le bois que je coupe, lui, il le sculpte. Ouais, il m'a appelé le pivert parce que ouais, je sculpte tout ce que je trouve. Et donc, c'est mon animal totem. Ouais, je suis bien, je suis content, j'aime bien. Ouais, donc, pivert et castor. Un jour, Christian nous invite à une fête algonquine, dans la réserve, située à 1h30 de route. Il s'agit d'un powwow. Les Indiens sont habillés de leurs habits traditionnels et chantent et dansent selon la tradition. Le plus souvent, pendant les foires des fourrures, les Indiens échangeaient leurs peaux contre des chaudières, des ustensiles, des marmites, des habits ou des pacotilles comme des colliers pour parfaire leurs habits. Mais la plupart des échanges se faisaient avec de l'eau-de-vie. Ivres, ils étaient exploités, voire même volés, ce qui provoquait beaucoup de disputes avec les colons. Les pièges faisaient partie intégrante du métier de trappeur, qui piégeait les animaux pour leur fourrure. Je vais faire un piège à déclencheur, donc un piège à tension, plus compliqué que le piège simple à coller, mais qui permet, en fait, il y a plusieurs avantages. C'est que l'animal sera suspendu à un arbre en hauteur, donc il ne sera pas en proie à des prédateurs qui pourraient le manger ou l'attaquer. Et en plus de cela, en fait, le gibier a le cou pas tranché, mais en fait, ça va le briser un peu la nuque et il va mourir plus rapidement, ce qui est plus humain quand même. Donc tout d'abord, il faut choisir l'arc, enfin, le tendeur. On prend généralement un sapin, une branche souple, comme celui-ci, qu'on plie. Puis j'y prends mon piquet, que je vais planter dans le sol, environ là, pas dans le passage, juste à côté. Leur efficacité leur permit de piéger un grand nombre d'animaux, comme le castor, loutre, martre, renard, bison, pécan, hermine, rat musqué, loup, lynx, ours, orignal, caribou, chevreuil ou fouine. Les importations en fourrure ont atteint des sommets au XVIIe siècle, car c'est près de 25 millions de peaux de castor qui ont été expédiées entre 1660 et 1760. Alors, je tiens à rappeler une chose. Ces pièges, une fois montés, ont été démontés parce que nous n'avons jamais été dans les conditions qui nous permettaient de légalement en laisser. Dans la plupart des pays, le piégeage est un droit. Il faut avoir un permis pour le faire. Et sinon, ça s'appelle du braconnage. C'est passible de prison. On trouve en France, au Canada aussi. Et surtout, il faut rappeler quelque chose. Un piège ne sait pas ce qu'il tue. Ce qui veut dire que lorsque vous piégez, vous pouvez tuer n'importe quel animal qui passera par là, ou blesser à sa mort, et donc vous pouvez tomber sur des espèces qui sont en danger et contribuer ainsi à leur extinction. C'est donc quelque chose de dernier recours.
démonstration de ce qu'on a trouvé aujourd'hui comme plante. Donc, on a trouvé de la bardane. Donc c'est cette plante là. On reconnaît facilement avec les espèces d'épis là qui s'accrochent aux vêtements. Donc ça c'est la racine qui se mange, ces gros trucs là. Donc évidemment il faut la peler. Ensuite c'est bouilli ou alors cuit sur le feu dans les braises. C'est un espèce de féculent qui me rappelle un peu la pomme de terre ou truc de manioc. J'aime beaucoup. Ça apporte des choses qu'on ne trouve pas autrement. Tout ce qui est racine et tout, c'est super bon. Une autre racine, c'est la carotte sauvage. Donc faites super attention à celle-là, parce qu'en fait c'est une apiacée de la même famille que la ciguë, qui est mortelle. Donc faites attention. Il y a un truc à bien se rappeler, c'est la racine, en fait, elle sent la carotte. Elle est blanche, mais... Un autre détail qui permet de ne jamais se tromper entre la ciguë et la carotte sauvage, c'est ça. C'est une ombellifère, donc les fleurs partent en ombelle, et vous avez exactement les mêmes départs de feuilles, à ce niveau-là en fait, que sur les carottes, quand elles germent. Enfin, comme le moyen le plus simple de reconnaître la carotte, c'est à l'odeur. Ça sent super bien la carotte, même si elle n'a pas la couleur. Comme ça on est sûr. Un autre truc, c'est la massette, aussi appelée la quenouille par les Québécois. Donc le cœur se mange, comme un peu le cœur de palmier, je trouve ça super frais, j'adore. Faut pas confondre avec les iris. Le moyen de reconnaître facilement, c'est les espèces de cigares qui en fait ont cette particularité. En fait ça produit une espèce de bourre qui est très dense et aussi elle est utilisée comme allume-feu. On mange aussi les rhizomes, ces trucs là qui en fait les Amérindiens faisaient un truc, c'est ils prenaient les racines, ils les faisaient sécher, ils les pelaient avant et une fois secs, ils les écrasaient sous forme de farine et qu'ils utilisaient pour compléter leur pain. La pêche a été bonne. Bon, on a eu un petit brochet. C'est déjà ça. On va voir si on le fume ou on le mange comme ça. Donc assez content de ma prise d'aujourd'hui. Et autrement, dans les bois, on a trouvé des champignons encore et toujours. Un petit bolet et un lactaire. Enfin, il y en a plusieurs, on en a une dizaine. Et même une autre espèce que je connais pas. Bon, celle-là on connaît. Donc on va faire un bon repas pour ce soir. Composé quasi exclusivement de notre récolte de la journée. Cool. Donc en fait là Max nous a amené à une cabane en rondin en pleine forêt. La route la plus proche est à plusieurs kilomètres. Donc il y a vraiment personne à côté, on est éloigné de tout le monde. Je sais pas si on entend bien derrière moi, il y a une rivière, plus haut il y a des cascades. Donc on a de l'eau à profusion, on aura peut-être quoi pêcher ou trouver des écrevisses à voir. Apparemment Max avait vu quelques ours dans le coin aussi. Bon, si on peut en entendre ou voir des traces, ça serait vraiment génial. Donc, bien sûr, après on va prendre des précautions, on a toute notre bouffe qui est accrochée à un arbre. Faire le moins possible de déchets. Mais vraiment, c'est un coin paradisiaque. En fait, t'as la cabane rondin, à côté t'as la rivière, t'as la forêt qui est immense derrière, t'as personne. C'est vraiment comme un rêve de gamin, quoi. T'es là, t'as ta cabane au Canada. Et bon bah, il reste plus qu'à vivre. Nous n'avons pas tardé à explorer les alentours, tant cet endroit nous comblait. Tandis que Célian s'affairait à la pêche, je découvrais les environs, pieds nus,
afin de ne perturber les mousses qu'au minimum. La majesté de la forêt nous rendait extrêmement humbles par son caractère encore vierge. Quel endroit magnifique où terminer ce séjour. Je crois qu'il reste mon meilleur souvenir de toute l'expédition. Bon voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé là-bas. C'est que l'endroit a été encore préservé de son caractère sauvage. Être au beau milieu d'un lac et personne à l'horizon. Pas âme qui vive. Rien. Que de la forêt. C'est, je crois, ce qui m'a le plus plu. C'est fou comme on peut se sentir petit face à la nature. Mais quand j'y repense, je crois qu'on a manqué de préparation et de communication entre nous avant le voyage. Et puis, cette expédition n'a pas été une mince affaire, entre la météo, le matériel et les imprévus. Il faut dire, le Canada n'a pas été colonisé en une vingtaine de jours. C'est sûr que nous avons là une sorte de revanche à prendre entre le canoë et la rivière. Ce qui n'empêche pas que j'ai toujours un tas d'autres expéditions prévues dans les prochaines années à venir.